Pour cette 16e saison des Matins Philo, je vous propose de consacrer mon cycle de conférences à une institution très singulière, une institution à la fois bien connue et reconnue, même vénérable, et pourtant toujours étonnante et qui mérite qu'on s'interroge encore, d'un point de vue philosophique, sur l'idée qu'il a définie, sur les missions qu'elle se donne et sur la crise profonde qu'elle traverse aujourd'hui. Cette institution, c'est l'université. Dans sa conception européenne, l'université s'invente, s'expérimente et s'institue autour du début du XIIIe siècle, dans les villes de Bologne, de Paris, d'Oxford, selon un modèle très singulier, celui d'une communauté ou d'une petite corporation, c'est d'ailleurs l'un des sens premiers du mot universitas, qui s'organise de manière relativement autonome et rassemble des étudiants autour d'un ou de plusieurs maîtres pour produire et transmettre les savoirs considérés comme les plus élevés à l'époque dans plusieurs disciplines. L'université n'est donc pensée ni comme une pure continuation de l'école, ni comme une simple préparation à un métier, c'est cela aussi, mais également, et peut-être principalement et primordialement, comme un lieu de liberté pour et par la science. Cette singularité originaire de l'université, elle l'a cultivée et l'a préservée pendant des siècles, tant bien que mal, au point qu'on en retrouve encore aujourd'hui de nombreuses marques presque intactes, non seulement dans les statuts, dans les structures, dans certains bâtiments, mais aussi dans un certain récit sur l'idée et les finalités de l'université. Les premières grandes théorisations philosophiques de l'université apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, dans la philosophie de langue allemande, chez Kant tout d'abord, et chez ses successeurs, Schelling, Fichte et Humboldt par exemple. Pour Kant, l'université n'est pas seulement un fait historique contingent. Elle répond à un besoin de la raison, celui de retrouver l'unité fondamentale derrière la multiplicité des savoirs, mais aussi le besoin de cultiver la liberté, individuelle et collective, par une réflexion sur le savoir, sur ce qui le rend valide et sur ses limites. Pour ces auteurs, il y a dans l'être humain un idéal de culture de soi ou une pulsion de formation de soi, ce qu'ils appellent Bildung en allemand, une formation de soi qui doit s'exprimer dans toutes les dimensions de l'existence. Et l'université est le lieu privilégié où peut se développer l'un de ces aspects, c'est-à-dire la culture de soi par la science, par la connaissance scientifique, dans le lien intime entre recherche et enseignement. Aussi, ce lieu exige-t-il nécessairement la liberté des savants, celle des étudiants, mais aussi celle de l'institution universitaire en tant que telle, qui veut et exige de s'organiser de manière autonome pour pouvoir réaliser ses missions. C'est là le noyau de la conception moderne de l'université, celle que Wilhelm von Humboldt a synthétisée autour des années 1810, qui a ensuite été importée par les grandes universités américaines, les grandes universités de recherche, quelques décennies plus tard, et qui a enfin essaimé un peu partout dans le monde au XXe siècle. Or, ce modèle humboldtien, inspiré ou synthétisé par Humboldt, s'il a marqué toute une série d'institutions, de générations, s'il reste profondément ancré dans les imaginaires aujourd'hui et dans une série de valeurs et de principes, au premier rang desquels la liberté académique, c'est-à-dire la liberté de produire, de transmettre et de diffuser des connaissances scientifiques, liberté très importante aujourd'hui, essentielle et pourtant très menacée, ce modèle est entré en crise depuis des décennies maintenant, au point que certains le considèrent comme tout à fait obsolète. Parmi les grandes mutations qui ont affecté l'université au XXe siècle, il y a d'abord la massification, l'augmentation spectaculaire du nombre d'étudiants. Il y a ensuite la globalisation de l'espace de l'enseignement supérieur, permettant certes plus d'échanges, mais aussi plus de concurrence entre institutions et entre individus. Il y a enfin des formes de marchandisation de l'offre d'études et de managérialisation de l'organisation universitaire. Ces trois grandes mutations viennent mettre sous pression une institution qui s'est d'abord conçue comme une communauté plutôt élitaire, de petite ou moyenne taille, et poursuivant avant tout des finalités scientifiques, éducatives et culturelles. Et comme si cela ne suffisait pas, s'est ajoutée tout récemment une nouvelle donne bouleversante, avec la mise à disposition pour le grand public des intelligences artificielles génératives, dont la puissance et les résultats, véritablement impressionnants, peuvent donner l'idée, l'illusion, l'impression en tout cas, non seulement que le savoir universel est à portée de main, mais que l'apprentissage et la formation nécessaires pour comprendre ce savoir, pour l'utiliser à bon escient, pour lui donner du sens, seraient devenus dispensables,
puisque la machine élabore elle-même des réponses parfois très convaincantes, pas toujours et parfois pas du tout convaincantes, à des questions très complexes. Or, si cela était justement l'une des conséquences typiques, pardon, une des compétences typiques de la formation universitaire, le fait de donner des réponses convaincantes à des questions très complexes, l'intelligence artificielle, l'IA, viendrait briser un tel monopole sans doute illusoire, au point que certains auteurs et personnalités publiques, qui sont par ailleurs très diplômés, affirment qu'à l'âge de l'IA, l'université deviendra rapidement obsolète et qu'il ne servirait plus à rien d'y faire des études, puisque l'avenir appartiendrait à ceux qui pourront le mieux s'adapter en permanence à la nouvelle donne numérique en se rendant en fait complémentaires de l'IA et en dialoguant avec les machines. Alors quoi qu'il en soit, de la validité de ce diagnostic et des conséquences et conseils pratiques pour le moins discutables dont il s'accompagne, c'est-à-dire l'invitation à ne plus faire d'études, il reste que l'institution universitaire est saisie par une profonde crise d'identité. Aussi, pour prendre cette situation au sérieux, la question philosophique que nous voulons poser dans ces séances est double. D'une part, à quoi tenons-nous dans l'idée d'université, pour autant qu'on y tienne encore? Et d'autre part, à quoi l'université tient-elle encore et sous quelle forme peut-elle encore tenir? La formation de soi ou la culture de soi n'est-elle pas une mission première par laquelle l'université peut continuer à donner du sens, un sens commun et partageable, aux connaissances qu'elle produit? Je vous donne rendez-vous en janvier 2027 pour un cycle de conférences et de discussions qui sera donc intitulé « L'université comme lieu de culture de soi, un idéal intempestif ?